Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles, non seulement en Égypte mais aussi dans la région du Proche-Orient où les affrontements entre Israël, le Hezbollah et le Hamas s'intensifient depuis le 7 octobre 2023, mais ces derniers jours on est témoin des frappes de la part de toutes les parties, mais avec une façon très intensive. On commence avec l'Égypte, où le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part aujourd'hui au 40e colloque culturel de sensibilisation tenu sous le thème Histoire d'un peuple pour célébrer l'anniversaire des victoires de la guerre d'octobre 1973. Lors de cet événement, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a salué les forces armées et les martyrs des forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part aujourd'hui au 40e colloque culturel de sensibilisation tenu sous le thème Histoire d'un peuple pour célébrer l'anniversaire des victoires de la guerre d'octobre. Lors de cet événement, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a salué les forces armées et les martyrs des forces armées. Nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre d'une tradition annuelle renouvelée pour célébrer une victoire qui a été et restera un jalon dans l'histoire de notre chère nation, exprimant la volonté d'une nation qui a transformé la défaite en victoire et a hissé les drapeaux de l'Égypte sur la terre du Sinaï dans une épopée écrite par l'armée et le peuple pour graver dans la mémoire de ce pays l'héroïsme de la victoire dont nous sommes fiers une génération après l'autre. Bien que 51 ans sont passés, la victoire d'octobre regorge encore de morale, de leçons et d'expériences dont nous nous inspirons pour notre vision de notre présent et de notre avenir, tout en nous confirmant que la planification scientifique, la mise en œuvre précise et la solidarité face aux défis constituent la voie garantie pour atteindre les objectifs. C'est un message répété du peuple égyptien au fil des années à des degrés divers de difficultés et de défis. L'histoire militaire a enregistré par des lettres lumineuses la grandeur de la victoire d'octobre. Cependant, je voudrais aujourd'hui me concentrer sur le rôle du peuple égyptien, a-t-il dit, dans la réalisation de cette victoire, puisqu'il a frappé avec ses différentes classes sociales un exemple à suivre en soutenant son armée, matériellement et moralement, et a prouvé que la victoire ne peut pas être atteinte seulement sur les fronts de bataille, mais d'abord grâce à l'unité du peuple, à sa fermeté, à sa conscience et à sa foi, ainsi qu'à sa volonté de défier et de vaincre. La victoire d'octobre était vraiment l'histoire d'un peuple, l'histoire des pères et des mères qui ont sacrifié leurs fils pour ce pays, une histoire d'épouses, des fils et des filles qui ont souffert l'amertume de la séparation, l'histoire de chaque citoyen du nord au sud de l'Égypte et de l'est à l'ouest qui a enduré et patienté pour le bien de son pays, une histoire dans laquelle la personnalité égyptienne s'est révélée dans tout son génie, en faisant ce que certains pensaient impossible pour affirmer que ce peuple peut tout sacrifier pour protéger sa sécurité et l'intégrité de son territoire contre toute menace ou attaque et que les forces armées constituent le bouclier imprenable qui protège les capacités de ce pays, appuyé par l'unité, la solidité et la volonté du peuple. Cette année, la victoire d'octobre se coïncide avec des événements successifs et des situations turbulentes que connaît notre environnement régional et qui nous confirment une fois de plus que le choix pour une paix juste et durable nous oblige à continuer à renforcer les capacités de la puissance globale de cette nation en tant que le seul moyen de préserver et de protéger la paix et dissuader toute tentative qui envisage de l'attaquer. De ce point de vue, les efforts permanents de l'Égypte pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région découlent d'une position de capacité, de force et de la conviction qu'une paix juste et globale doit prendre en compte les droits du peuple palestinien conformément aux résolutions de la communauté internationale, la légitimité et abandonner les illusions d'expansion et les politiques d'hostilité pour assurer une coexistence pacifique entre les peuples de la région et éviter que les générations futures souffrent des fléaux du conflit. Permettez-moi, en conclusion de mon discours, d'exprimer ma plus haute gratitude aux héros égyptiens, aux martyrs des forces armées de la guerre d'octobre et de toutes les guerres. Je salue sincèrement le citoyen égyptien qui a de la volonté et de la décision dans l'équation de relever les défis et de développer ses capacités. Et j'affirme qu'avec notre cohésion, notre sincérité et notre conscience, nous sommes capables de surmonter les circonstances difficiles comme nous l'avons fait auparavant, peu importe la difficulté, et en même temps, nous souhaitons poursuivre le développement
pour améliorer les conditions de vie et construire un avenir meilleur dans lequel l'Égypte jouit du statut approprié qu'elle mérite parmi les nations. Alors, pour débattre ou discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubechi. Vous êtes journaliste et députée. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les spectateurs. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question concernant le rôle du peuple égyptien durant la guerre de 6 octobre ou bien avant même de la guerre de 6 octobre. C'est-à-dire que le président l'a souligné, il a très bien détaillé à quel point l'attitude du peuple égyptien a aidé dans la confiance et sa confiance dans son armée a aidé à la victoire. Parce que le peuple égyptien a décidé de prendre sa revanche et de faire la guerre à notre ennemi le 9 juin 67 au soir. C'est-à-dire quand le président Nasser, c'est-à-dire a démissionné, et tout le monde, nous sommes sortis des millions, des dizaines de millions, et nous avons refusé la défaite, et nous avons prié avec toute notre force, nous allons faire la guerre. Donc, c'était une union, comment dire, historique et légendaire entre le peuple et l'armée, et c'est ce qui a donné une confiance totale à notre armée et il a convaincu de vraiment faire le défi à l'ennemi et que le peuple en entier, sans exception peut-être, derrière notre armée. Là, si je précise même le rôle de la femme durant cette guerre ou avant la guerre. Ben, je dirais que la femme a aidé tous les jeunes qui ont sacrifié leur vie pour l'Égypte et qui ont aussi maintenu le cap dans la direction de l'indépendance, de la souveraineté et du développement. C'est ça c'est la jeunesse. Bien sûr. Que la femme égyptienne a accouché, l'a eu, et en conséquence, c'est ça qui a fait notre bon, qui a ébloui le monde entier et avant tout l'ennemi. Ils pensaient dormir et, et se détendre comme ça parce qu'ils n'ont jamais traversé la ligne barrière. Et nous avons traversé, nous avons remporté la victoire, nous avons libéré nos territoires et depuis, on n'oublie pas l'Égypte. C'est-à-dire nos ennemis veulent toujours nous faire du mal. Et nous voyons maintenant à quel point tout ce qui entoure l'Égypte est en flammes. Et justement, l'attitude de notre président et le renforcement de notre armée héroïque nous donne confiance et nous continuons à supporter et en même temps à construire dans notre pays, à bâtir. Oui, bien sûr. Là, vous êtes journaliste, vous avez vécu quand même la période de la guerre et même avant. Alors, quelle est l'importance de la guerre d'usure pour aboutir à la victoire de 73? Moi, je dis que la guerre d'usure a été... on a pris la décision de faire la guerre le 9 juin au soir. Oui. C'est ce jour-là que la guerre d'usure a commencé. Et on n'aurait pas pu remporter la victoire d'octobre si on n'avait pas fait une guerre d'usure qui a vraiment mérite son nom à propos d'Israël parce qu'il était dans un état terrible à la fin. Il n'arrivait pas à se rétablir après les coups donnés par notre armée. Et le peuple a supporté tout ça, et il a supporté les méchancetés israéliennes parce qu'ils ont, si vous savez, sûrement vous êtes au courant, qu'ils ont attaqué l'école de Bahr al-Far et l'usine de Abu Jabal. C'est-à-dire c'est des gens qui ont toujours
comment dire, par mesquinerie, ils ont toujours ciblé les civils, comme ils font maintenant. Le président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui, au cours de son discours, a salué les sacrifices des membres des forces armées. Votre commentaire? Bien sûr, parce que les forces armées, c'était un défi incroyable au début. Et on n'avait pas tellement de moyens de protection, et on n'avait pas tellement d'armes. C'est-à-dire que nous sommes, depuis la défaite de 60, et nous avons vaincu la défaite en 67. Et là, notre armée a fait preuve de bravoure, de courage, de tout ce que vous voulez comme noblesse pour défendre notre pays et défendre notre peuple et faire subir à l'ennemi beaucoup de pertes. Oui. Là, comme l'a dit aussi le président, c'est que la victoire de 6 octobre a ouvert la voie au développement. Alors, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr, et nous le voyons maintenant, et en plus, notre président continue à renforcer notre armée, à la mettre toujours au point, c'est-à-dire toujours avec des entraînements sur les nouvelles armes. Et maintenant, nous avons une armée qui nous permet de dormir tranquille dans notre pays et d'être sûr que nous sommes protégés par des héros et des légendes. Voilà. C'est vrai. Alors, pour la guerre de 6 octobre 1973, comment vous pouvez la décrire en tant qu'Égyptienne qui a vécu la guerre et qui a même participé peut-être d'une manière ou autre? C'est-à-dire que moi j'étais à Paris quand la guerre a commencé. Et dès que mon mari, que Dieu ait son âme, c'est-à-dire dès qu'il a, parce qu'il était journaliste, dès qu'ils l'ont appelé à l'agence France Presse où il travaillait pour couvrir la guerre, et quand il m'a dit nous avons traversé le canal, là, je me suis effondré en larmes, mais c'était des larmes complètement différentes des larmes versées le jour de la défaite. Là, c'était j'avais confiance, je ne sais pas vous dire comment, parce qu'on a fait tellement de sacrifices qu'on s'attendait avec certitude que nous allions remporter la victoire. C'était une surprise pour l'Europe? Oui, au début, même pour les Israéliens. C'est-à-dire, il y avait des commentateurs français qui disaient tout le temps une défaite arabe égyptienne se dessine à l'eau. Et j'ai vu j'ai oublié son nom, c'était un grand journaliste. Je lui ai dit pourquoi vous dites ça? Il lui a dit parce que la dernière guerre, vous disiez toujours dans vos télévisions, chaînes et tous les moyens d'information qu'on avance, qu'on remporte l'histoire sur la ligne et puis à la fin, c'est avéré que vous n'aviez rien. Et cette fois, c'est Israël qui a fait ça et c'est elle qui maintenant paye on peut dire, paye le prix de la bêtise. Je vous remercie beaucoup, Madame Falida Choubesh. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. Vous avez parlé quand même de la période post-guerre, c'est-à-dire à partir de 1967, bien précisément du 9 juin de 1967, là où le peuple égyptien a décidé de continuer pour
être uni avec son armée et pour remporter la guerre qui a été réalisée en 1973 avec une surprise pour tout le monde d'avoir pu traverser le canal de Suez et détruire la ligne de Bar-Liev. Je passe à un autre sujet. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelati s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, dans le cadre de la coordination conjointe et de la consultation régulière entre les deux pays. L'appel a porté sur les efforts conjoints déployés par les pays pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et assurer l'acheminement inconditionnel de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelati s'est entretenu par téléphone samedi avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, dans le cadre de la coordination conjointe et de la consultation régulière entre les deux pays. L'entretien a porté sur les derniers développements dans la bande de Gaza et au Liban. Les deux ministres ont examiné les efforts conjoints déployés par les pays pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et assurer l'acheminement inconditionnel de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza étaient au menu. Ils ont également abordé les efforts égyptiens pour parvenir à la réconciliation palestinienne. Le contact a également porté sur les conditions dangereuses au Liban dans le contexte de l'agression incessante d'Israël. M. Abdelati et son homologue qatari ont mis l'accent sur l'importance de coordonner les efforts régionaux et internationaux afin de maintenir l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple libanais. Ils ont convenu de la nécessité de maintenir l'unité, la souveraineté et la sécurité du Liban et de la nécessité d'un retrait israélien de l'ensemble du territoire libanais. Abdelati a discuté avec son homologue de la nécessité de soutenir l'armée libanaise et la protection du personnel de l'ONU. La situation humanitaire s'aggrave au Liban à la suite du déplacement de plus de 1,2 million de citoyens libanais. Abdelati et Al Thani ont souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu et de soutenir toutes les institutions libanaises. Les deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de l'élection d'un président pour le Liban avec un consensus purement libanais. Les appels ont porté sur les efforts conjoints des trois pays pour faire cesser les tirs à Gaza, libérer les otages et obtenir un accès inconditionnel à l'aide humanitaire et au secours dans la bande de Gaza.